Bonjour à tous. Je m'appelle Jérémy Fin, je travaille pour Welcomer. Donc Welcomer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une solution de contrôle d'accès sans contact euh, en SaaS, donc dans le cloud. Et nous sommes un acteur du smart building. Donc à l'occasion d'une enquête qu'avait menée le cabinet Wavestone, j'avais eu la chance de rencontrer des membres de l'équipe de Sébastien et Sébastien Grandperret du cabinet Wavestone est avec nous aujourd'hui pour vous parler des convictions du cabinet en matière de smart building. Donc déjà, est-ce que tout le monde entend bien? A priori, oui. Voilà, vous avez le chat sur la droite. Lors des questions, vous pourrez sans souci, si vous préférez parler face caméra plutôt qu'avec le chat, activer le micro ou la caméra, vous présenter, poser votre question à Sébastien. Et donc Sébastien, avant de t'interroger donc sur les trois éléments qui motivent ce webinaire aujourd'hui, donc ces trois éléments, enfin l'agenda du webinaire, c'est d'abord d'évoquer effectivement les convictions du cabinet Wavestone en matière de smart building. C'est aussi de parler du radar des startups françaises innovantes que Wavestone organise. Donc, il y a eu un travail d'étude minutieux pour aller chercher des pépites. Et donc, on avait eu la chance d'en faire partie en matière d'activation du smart building dans les entreprises. Et enfin, on va parler d'une actualité qui fait que ces webinaires ont beaucoup de succès malgré nous. C'est qu'on n'a pas le choix que d'être chez soi en ce moment. Et on va parler ensemble des perspectives et des changements que tu entrevois en rapport avec la crise sanitaire que nous traversons. Et ensuite, voilà, on aura une vingtaine de minutes de questions. À tout moment, vous pouvez poser des questions par le chat et si c'est approprié par rapport au moment où on en est, je me permettrai de les relayer. Je tenais à remercier également, avant qu'on démarre, toute l'équipe de Welcomer qui a organisé ce webinaire et notamment Julie Cognard qui assure toute la logistique et la promotion et Tristan Juet qui assure le montage du replay enfin, que ceux qui n'auront pas pu venir ou que vos collègues, si vous avez trouvé nos propos éminemment intéressants, auront la chance de voir grâce au lien qu'on vous enverra en suivi de webinaire. Donc Sébastien, je vais commencer par te présenter. Donc tout le monde a bien compris que tu travailles pour le cabinet Wavestone, mais avant cela, tu es ingénieur en réseau et télécommunications de l'IMT Atlantique. Tu as démarré ta carrière en 2008. Tu as commencé par travailler pour le groupe Orange, en tant que chef de projet chez OBS notamment. Puis pour la Banque Postale, tu avais déjà intégré le groupe Solucom, qui est devenu plus tard Wavestone au fur et à mesure de l'histoire des rachats. Tu vas nous en parler. Donc, à la Banque Postale, tu étais architecte LAN, donc dans les réseaux de bureaux de poste aussi. Puis tu es passé en mission donc pour à peu près 1 an et demi. Puis tu as fait 1 an et demi aussi chez BNP Paribas, donc en restant dans le monde bancaire sur des projets de téléphonie IP. Ensuite, de nouveau 1 an et demi, ça a l'air d'être le cycle standard chez Wavestone. Tu es passé dans l'énergie, dans la distribution d'énergie chez Enedis, donc dans ex-ERDF, sur la partie toujours sans surprise télécom, donc sur du WAN cette fois-ci, donc plutôt du Wi-Fi. Puis, pour un peu moins qu'1 an et demi, chez Alstom, donc dans la branche Power and Grid, donc en restant dans l'énergie comme chef de projet réseau et télécom, puis Network Stream Leader, donc un pilotage d'un grand programme interne à la branche Power and Grid d'Alstom, qui, à la suite du rachat par General Electric. En restant dans l'énergie, tu es passé chez GRDF, donc tu connais très bien et la partie bancaire, donc le financement des infrastructures et les utilités. Et plus récemment, tu as, donc, enfin plus récemment, mais il y a quand même 8 ans, tu as rejoint une pratique qui s'appelle Smart Building and Smart Workplace, où, si j'ai bien compris, vous avez des grands clients comme Engie, comme Natixis, comme SNCF, comme Legrand, comme Vinci, qui réfléchissent à des sujets de BIM en exploitation, d'IoT, de patrimoine de données pour les entreprises, de réseaux intelligents, que ce soit des réseaux derrière les firewalls, donc d'entreprises ou des réseaux télécoms inter-entreprises, des problématiques de smart workplace, donc de comment la technologie embrasse les nouvelles façons de travailler.
et de smart building, donc comment le bâtiment s'intègre dans un environnement de manière intelligente. Tu es contributeur à la Smart Building Alliance, qui est une association que certains connaissent, et voilà comment je m'en sors à peu près en tentant de te présenter. Mais je vais te laisser nous dire 2 mots sur Wavestone, parce que venant de quelqu'un qui connaît le cabinet de l'intérieur, ça éclairera nos participants, pour ceux qui ne connaissent pas encore le cabinet. Oui, tout à fait. En tout cas, déjà quelques mots avant de commencer. Merci de m'accueillir ici. Ça me fait plaisir d'être là. C'est un plaisir. Merci à toi. Ouais. Et donc, wow, ça fait pas tout à fait 8 ans que je fais du smart building, je dirais plutôt ça fait 2 ans que je me suis réorienté sur ces thématiques-là et que je traite ces thématiques-là. Et donc, ouais, si je reviens un petit peu sur Wavestone, histoire que tout le monde puisse avoir une petite idée de ce que c'est. Donc, Wavestone, on est un cabinet de conseil issu de la fusion entre un cabinet de conseil IT qui s'appelait Solucom, donc qui était spécialiste des problématiques IT, et un cabinet de conseil qui s'appelait Kurt Salmon, donc plutôt spécialiste des problématiques métiers. Et donc, on représente aujourd'hui plus de 3000 collaborateurs avec une empreinte mondiale, grosse vocation française malgré tout. Et on se veut pure player du conseil, principalement IT. Donc, pure player, ça veut dire qu'on ne fait que du conseil, on ne fait pas d'intégration. Ce que fait Wavestone de manière générale, donc on accompagne nos clients dans leur transformation digitale, comme un peu tous les acteurs les acteurs du conseil en IT. Donc, notre spécialité, c'est finalement les accompagner tout au long de leur projet. Et donc, du coup, les accompagner des phases amont, plutôt stratégiques dans les définitions de stratégie, etc., jusqu'à plus opérationnellement dans le pilotage de leur projet, donc jusqu'au delivery, voire après. Et donc, nos clients, c'est globalement à peu près tout le CAC 40 aujourd'hui. Et donc, effectivement, comme le disait Jérémy, okay, j'interviens plus particulièrement en ce moment sur les activités, depuis 2 ans, sur les activités Smart Building et Smart Office, et notamment au sein d'une offre un peu plus large autour des New Ways of Working. Voilà. Ok, donc Wavestone, pas seulement du conseil, mais aussi de la réalisation, donc du delivery pour les clients, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas au reco, éventuellement vous faites pour le compte de vos clients, et on pilote. Vous pilotez, ouais, tout à fait, les projets. Et donc, on a bien compris ton centre d'intérêt et celui de ton équipe au sein de l'organisation. Donc, si on veut lancer ce premier temps fort qui est sur les convictions que vous avez pu vous faire au sein du cabinet sur le smart building, quelles sont vos quelques convictions que tu pourras ensuite détailler éventuellement avec des exemples? Ouais. Du coup, on a 3 convictions. Donc, la première conviction vis-à-vis du smart building, on est persuadé que il faut positionner l'utilisateur au cœur de la réflexion des services et sortir d'une logique qu'on retrouve encore malgré tout chez pas mal de nos clients, qui est une logique un peu plus techno-push, où on réfléchit solution avant de réfléchir usage. Donc ça, c'est une première conviction. Une seconde conviction autour, peut-être un peu plus technique, mais finalement, on est persuadé que l'interopérabilité doit être vraiment un des principes fondamentaux et clés d'une infrastructure de smart building et d'une réflexion smart building. Et elle est absolument prérequis pour pouvoir profiter de toute la valeur que peut nous générer l'ensemble des données qu'on a dans un bâtiment. Et donc, du coup, on doit passer d'une logique de silo qu'on retrouve finalement assez fréquemment encore dans un bâtiment, à une logique de service. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire maintenant, et il y a quelque chose qui est très très bien, que la Smart Building Alliance, justement, on en parlait très brièvement tout à l'heure, à développer, qui s'appelle le cadre Ready to Service, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Et troisième conviction, autour, cette fois-ci, plutôt de la cybersécurité. Ce qu'on peut constater, c'est que globalement, dans le bâtiment,
dans la filière de manière générale, la cybersécurité, c'est un sujet qui est globalement sous-estimé. Et donc, on a de plus en plus de données, on a de plus en plus de systèmes qui vont de fait se retrouver ouverts dans le cadre d'un bâtiment intelligent. Finalement, la première étape d'un bâtiment intelligent, ça va être de le connecter, de l'ouvrir sur le monde. Historiquement, on travaillait sur on se trouvait des silos qui étaient très isolés, et donc finalement, les risques, la surface d'exposition était relativement faible, en tout cas la surface d'exposition à distance. En ouvrant, en apportant plus de connectivité, on va se retrouver dans des problématiques que les DSI connaissent bien, qui sont toutes ces problématiques de cybersécurité. Et malheureusement, aujourd'hui, la filière, dans son ensemble, même si c'est en train d'évoluer, est encore peu mature sur ces sujets, avec peut-être une méconnaissance des risques qui peuvent être engendrés par ça. Ok, donc en gros, ce que tu dis, c'est que les trois convictions que vous vous êtes faites comme étant des jalons, quelque part, des prérequis de la bonne réalisation du smart building chez vos clients, c'est le fait qu'il y ait trop de projets technocentrés et quelque part qu'il faut repartir des usages. Deux, c'est que le bâtiment est aussi un producteur de données et que ces données ne servent à rien si le bâtiment n'est pas conçu pour les partager, pour améliorer les services dont on parlait dans le premier point. Et trois, que comme il y a beaucoup de données et que c'est nouveau quelque part, parce qu'auparavant, un bâtiment, c'était plus statique, ce que tu dis, c'est qu'il y a des brèches parce que c'est pas encore, il n'y a pas encore de travail de fond sur la sécurisation de ces données. Est-ce que tu pourrais nous illustrer peut-être avec des anecdotes de ton quotidien, de tes projets, des moments où justement tu as vu un client qui avait insisté pour déployer une techno et ça n'a pas marché, et à l'inverse, quand il s'est remis à écouter ses usagers, ça s'est quelque part, il y a eu une adoption du système par les usagers. Est-ce que tu pourrais nous détailler un cas sur ce point en particulier? Après, on passera aux deux autres convictions. Ouais, donc du coup, en fait, elle a eu typiquement une mission sur laquelle je travaille personnellement en ce moment pour un client de l'énergie. On l'accompagne sur la digitalisation, la construction de l'expérience digitale sur plusieurs campus qu'il envisage de prendre à bail dans les prochaines années. On a mené avec eux de nombreux ateliers, des ateliers avec les utilisateurs en fait pour essayer de collecter l'ensemble des besoins, l'ensemble des irritants des utilisateurs. On est arrivé avec plusieurs centaines d'irritants collectés. Et finalement, ça va nous permettre de construire des cas d'usage qui vont être propres à ce client-là, parce que d'un client à l'autre, voire même en fait d'un site à l'autre, là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que entre les différents sites, en interrogeant les utilisateurs cibles de ces sites, on va pas avoir le même niveau de maturité digitale, on va pas avoir le même, il y a un certain nombre de paramètres qui font que des cas d'usage qui ont extrêmement de valeur d'un côté, en ont beaucoup moins de l'autre, et finalement, en adoptant une approche tirée par les usages, et donc du coup tirée en mettant l'utilisateur au centre quelque part, on va faire quelque chose qui sera peut-être plus sur mesure par rapport au site, et on favorisera de ce fait l'adoption de la solution qui sera déployée. Et en fait, donc pardon, pour terminer, en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce truc-là, c'est qu'on pourrait se dire qu'on déploie de manière uniforme, on fait le travail en centrale, on fait le travail de Paris, par exemple, en centrale, et on déploie sur tous les autres sites. Il se trouve que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, on est persuadé que ça ne fonctionne pas, et les différents ateliers qu'on a pu mener nous l'ont démontré. Et par ailleurs, on va pouvoir profiter de l'intelligence collective des groupes, et il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont des cas d'usage très classiques qu'on va retrouver partout et qu'on retrouve sur l'ensemble de nos clients, ça c'est évident. Et il y a des cas d'usage qui sont un petit peu plus tirés par la culture d'entreprise, qui sont un peu plus tirés par la diversité des profils qu'on va mettre. Et typiquement, en fait, ce client qui est un client de l'énergie va avoir une perception un peu différente, un prisme énergétique un peu différent, et donc les cas d'usage qui sont déployés sont des cas d'usage un petit peu plus innovants sur ces thématiques, notamment énergétiques. Voilà. D'accord. Donc en gros,
les key learning, si vous me pardonnez l'anglicisme, c'est d'un site à l'autre, c'est pas forcément les mêmes irritants. Deux, donc par extension, bah, les problèmes, les irritants des usagers dans un secteur chez un client ne sont pas forcément transposables à d'autres domaines. Et trois, bah, c'est à partir de cette méthodologie d'interview des usagers du bâtiment que vous allez pouvoir concevoir une expérience d'usage du bâtiment qui soit la plus fluide possible. Oui, tout à Et fait. donc, si on va sur le... Systématiquement par des interviews, en fait, justement. L'idée, c'est d'avoir du quali et du quanti. Et donc, des interviews, c'est bien, mais des ateliers... Enfin, nous, on est assez adeptes des méthodologies type design thinking et en fait, on va mener des ateliers d'idéation, des ateliers joués sur la créativité. Et là, c'est important, finalement, d'avoir une diversité de profils qui va permettre de générer une intelligence collective et finalement, on sortira des choses encore plus intéressantes. Ok, donc là si j'ai bien compris, dans une phase de conception du bâtiment, dans une phase de design. Et j'imagine que la partie data et interopérabilité que tu mentionnais comme étant votre deuxième conviction, bah, c'est plutôt dans une phase d'exploitation, d'opération du bâtiment. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement de données générées par l'utilisation d'un bâtiment tertiaire? Alors, les données générées par un bâtiment tertiaire, elles sont de plus en plus nombreuses. En fait, on va avoir... on déploie de plus en plus de capteurs finalement dans un bâtiment et donc on va avoir de plus en plus de données autour du confort, de la qualité de l'air, on va avoir des données autour de l'utilisation de ce bâtiment qui prennent une importance de plus en plus importante, donc des données sur l'occupation des salles de réunion, l'occupation des espaces au sens large, l'occupation des positions de travail. On va voir tout ce qui va être donné de, je sais pas, des données autour des données de sûreté, des données. Il y a toutes sortes de données générées au sein d'un bâtiment et l'important avec ces données, finalement, ça va être de faire en sorte qu'on ne reste pas dans une logique de silo et que ces données elles puissent être accessibles à d'autres cas d'usage, qu'elles puissent être partagées en fait, entre les infrastructures, partagées avec les services. Tout ça dans une logique, bien évidemment, où ces données elles doivent être sécurisées, on doit respecter les réglementations, hein, notamment le RGPD. Et ces données, elles se doivent aussi d'être dans un niveau de qualité suffisant, nécessaire, adapté au cas d'usage. Et ça implique de responsabiliser aussi les fournisseurs de données. Ça implique enfin, les fournisseurs. Quand je dis fournisseurs, c'est les briques techniques qui fournissent ces données. Et de mettre en place finalement des personnes en responsabilité de la qualité de ces données, quoi, quelque part. Donc il y a un travail à mener sur la donnée si on veut que cette donnée puisse être vraiment exploitable dans une logique un peu smart building et interopérable. Ok, donc, donc votre troisième conviction, c'était sur la sécurisation de ces données, sur la cybersécurité. Donc là, pour des gens du bâti, c'est-à-dire du concret, c'est évidemment beaucoup plus abstrait. Est-ce que tu as en tête des exemples d'attaques, donc venant a priori de l'extérieur, qui auraient exploité des données bâties et qui porteraient lourdement préjudice potentiellement à l'entreprise qui aurait pris bail sur le lieu? Est-ce que tu peux détailler un peu? Donc, on comprend bien que plus il y a de données, et il y en a de plus en plus, et plus elles sont de qualité, et bien plus elles sont exploitables par des tiers. Mais comment est-ce que toi, tu arrives à sensibiliser tes clients sur la nécessité, pas seulement pour les systèmes d'information de l'entreprise, mais aussi pour le bâti, de quelque part de faire en sorte que ce soit interopérable sans être vulnérable? En fait, c'est vrai que des exemples d'attaques de bâtiments, j'en ai pas forcément en tête, parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, globalement, on est sur des systèmes qui sont hyper silotés, enfin, au-delà d'être silotés, qui sont très isolés. Et donc, la seule possibilité de réaliser des attaques, c'est plutôt des attaques physiques. Et donc, du coup, il faut que l'attaquant se rende dans les bâtiments pour pouvoir accéder à ces données-là. Enfin, typiquement, c'est quand on intervient, parce qu'on a une bonne partie des équipes côté Wavestone, on doit avoir entre 400 et 600 consultants, je ne sais plus exactement, qui sont des spécialistes de la cybersécurité. Et parmi ces consultants-là, on a des consultants qui font des audits cybersécurité. Et effectivement, en fait, on peut
en se faisant passer pour, je sais pas, je me souviens d'anecdotes où des auditeurs s'étaient fait passer pour des réparateurs de bornes Wi-Fi ou des réparateurs de quelque chose. Ils avaient pu donc pénétrer dans un bâtiment à auditer. Ils avaient pu se connecter à une borne Wi-Fi pour avoir un accès au réseau ou se connecter sur un serveur dans un local sécurisé et finalement réussir à rentrer sur le réseau et donc à récupérer un certain nombre d'informations. Et en fait, les impacts peuvent être quand même importants dans le bâtiment parce qu'on est capable, enfin, ne serait-ce qu'en jouant sur la gestion technique de bâtiment, on est capable de rendre le bâtiment impraticable et donc de forcer l'évacuation. On peut bloquer, en prenant la main sur le contrôle d'accès, on peut imaginer un certain nombre d'attaques également, ne serait-ce que déjouer la sécurité qui est mise en place. En fait, on est sur des infrastructures qui sont quand même critiques à l'échelle du bâtiment, critiques à l'échelle de l'entreprise. Si on parle notamment des sièges ou des sites un peu plus sécurisés. Et donc, il peut y avoir un certain nombre d'attaques qui peuvent nuire à l'entreprise, ça c'est clair. Ok, donc en gros, ce que tu dis, c'est que c'est pas seulement de la cyber, c'est que c'est de la sécurité globale dans son ensemble. C'est-à-dire que là, dans l'exemple que tu as pris, enfin, quasiment, ça pourrait être extrait d'un film, des faux réparateurs réseau. Ouais. Eh bien, par une faille du contrôle d'accès et des procédures de vérification, d'authentification interne, eh bien, ils ont réussi à pénétrer et à récupérer de l'information peut-être d'une grande valeur, ou en tout cas potentiellement d'une grande valeur si on était sur un site sensible. Donc, on comprend bien l'enjeu de la sécurité globale. Justement, dans les travaux que vous avez... Je t'en prie. Ouais, et du coup, en fait, là, c'est parce que finalement, on était sur des infrastructures assez silotées, et donc du coup, on a la nécessité de se rendre sur place. Mais demain, en fait, en ouvrant le bâtiment à l'extérieur, en lui amenant une connexion Internet, si on ne sécurise pas ça, finalement, ben, on n'a pas besoin de faire cet effort de rentrer sur le bâtiment, d'outrepasser les process de sécurité, etc. On a une porte ouverte et potentiellement, cette porte ouverte nous donne accès directement aux informations, directement aux données et voire potentiellement au pilotage du bâtiment. En fait, c'est typiquement dans un autre registre, c'est ce qui s'était passé au début des années 2000 avec le virus Stuxnet qui avait c'était sur je sais plus exactement quel dans l'industrie nucléaire quoi et Sur des centrales nucléaires ouais, c'est des centrales nucléaires iraniennes du coup c'était en lien avec ça et finalement le virus avait réussi à intégrer le réseau industriel de l'entreprise en se basant sur une erreur humaine. Et là, finalement, ça revient un petit peu à ça, sauf qu'on n'a même plus besoin d'erreur humaine, on a un accès libre si jamais on ne le sécurise pas. Quoi. Ok, donc d'où les enjeux de la cyber. Ok, bien compris. Alors, donc, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés l'année dernière, c'est que vous avez mené un énorme travail chez Wavestone de référencement de justement toutes les innovations. Tu as cité un peu des notions de pilotage du bâtiment, des notions de réconciliation de données, des notions de qualité de la donnée et quelques cas d'usage tout à l'heure sur la qualité de l'air, sur la sûreté, sur la qualité des réseaux, etc. Donc, vous avez fait un important travail sur ce fameux radar des startups françaises innovantes dans le smart building. Est-ce que tu peux nous faire une petite patine sur ce boulot, ses conclusions, les suites que vous souhaitez y donner, l'accueil que quelque part le fait de présenter des startups à des grands comptes a suscité à un moment de l'histoire économique où on entend que l'économie va se contracter et donc il y a deux routes possibles. Il y a la route d'innover pour se rendre plus agile ou il y a la route de ne surtout rien changer. Donc, voilà, je pense que ça sera un éclairage intéressant à l'aune de l'actualité sur l'innovation notamment. Oui, c'est sûr. Du coup, pour la genèse du travail, donc je vais vous montrer juste. Je crois qu'il y a une petite présentation. Ouais. Merci pour cette préparation. J'ai quelques slides pour vous montrer du coup à quoi ressemble le radar. Peut-être juste le constat, si je reviens un petit peu sur la genèse du truc.
fin 2018, du coup, je m'apercevais que finalement, le smart building, c'était un écosystème qui était assez représenté en termes de start-up. L'innovation était vraiment portée par cet écosystème de start-up. Cet écosystème, il bougeait beaucoup. Il y avait beaucoup de start-up. Et en fait, c'était quelque chose qui était intéressant à cartographier. Alors du coup, intéressant dans le cadre de nous, notre veille en tant que Wavestone, notre veille du marché, intéressant pour pouvoir construire des liens avec l'écosystème, tout cet écosystème de start-up, et bien évidemment intéressant dans notre proposition de conseil vis-à-vis de nos clients, évidemment. Et en fait, Wavestone, c'est pas le seul radar, c'est pas une initiative que j'ai inventée. Hein. Typiquement, on produit régulièrement des radars. On produit plusieurs radars par an. Donc, on va avoir sur la cybersécurité, on va avoir un radar sur l'IoT, un radar digital workplace, on va avoir des radars un peu plus surprenants. Par exemple, on a un radar sur les beauty tech. On a pas mal de radars comme ça. Et donc, au final, j'ai monté une petite équipe pour qu'on construise ça. Et ça fait... on a construit ça on a mis à peu près 1 an pour construire ça, en parallèle de nos missions, bien évidemment. Et donc, on a été voir sur les différents événements, sur les différents forums. On a regardé auprès de la Smart Building Alliance, auprès des différents concours. On a essayé de scruter un petit peu ce qui existait au sein des différents incubateurs. On a fait des grosses recherches sur le web. On ne prétend pas avoir identifié l'ensemble, mais a priori, on a plutôt fait une bonne cartographie des acteurs. Il nous manque, en fait, l'écosystème étant assez mouvant. Il y a des startups qui se créent chaque année, des startups qui disparaissent chaque année aussi. Et donc, du coup, pour cette raison, on envisage de faire quelque chose de reproduire cet exercice tous les ans. Et c'est ce que font déjà aussi certains des radars. On a par exemple cybersécurité, c'est la 3e ou 4e année, je ne sais plus exactement, qu'ils le sortent. Et donc en fait, c'est un exercice qui est toujours intéressant et ça permet de voir finalement d'une année sur l'autre comment évolue ce marché. Et ce marché, comme je le disais, des startups et de l'innovation qui est un petit peu plus difficile à saisir parce que très vaste, quoi. Alors, je vais vous présenter quelques slides. Hop. Est-ce qu'on voit mon écran? C'est impeccable, Sébastien. Ouais, impeccable. Donc, voilà la tête que ça a. Donc, je vous ai mis un gros QR code à côté si vous souhaitez télécharger la publication. Donc, on a ce radar et une publication, une analyse du marché, du coup, également. Donc, ce radar, on a donc 8 catégories qui sont réparties dans 2 grosses macro-catégories. Et ces 2 macro-catégories, elles reflètent la manière dont les acteurs adressent le marché. Donc, finalement, on va avoir sur toutes les catégories en vert bleu, là, autour de la sécurité, de la maintenance, de l'efficacité énergétique, des services géolocalisés, du bien-être et de la santé, on va avoir des startups qui sont plutôt dans une approche à fournir un service de bout en bout à leurs clients. Et à côté de ça, on va avoir les 3 catégories qui sont les catégories capteurs, interopérabilité et BIM, où finalement les acteurs vont fournir une brique technologique et vont plus avoir une approche technologique du smart building, de leur proposition de valeur. Donc ça représente, j'ai mis quelques chiffres après, juste avant, donc les critères qu'on a choisis. Donc on a 4 critères. On exige que le siège social soit basé en France, que la start-up on était en 2019, ait été créée donc 10 ans, donc 2009, à partir de 2009, donc ce sera glissant au fur et à mesure des années. Donc il y a certaines startups qui sortiront du radar du fait qu'elles ont été créées il y a plus de 10 ans. Des entreprises de 50 salariés ou moins et qui opèrent sur le bâtiment tertiaire. Donc voilà, ça c'est les 4 critères qu'on a choisis en fait pour pouvoir délimiter un petit peu le périmètre
du radar, parce on a donc identifié 126 startups, donc on a sélectionné plutôt 126 startups sur plus de 300 identifiés. On a mené aussi une grosse campagne de rencontres pendant cette année dernière, donc on a rencontré presque la moitié. Donc là, aujourd'hui, on continue les rencontres, hein, bien évidemment, et donc on a rencontré plus de la moitié des startups du radar et quelques chiffres. Donc on a estimé un chiffre d'affaires total de 90 millions d'euros sur 2018. On a pu identifier, donc sur la base de ce qui était accessible et public auprès des sites spécialisés ou d'Internet ou des publications des startups, 107 millions d'euros de chiffre d'affaires levés sur les 10 dernières années, donc à partir de 2009, et un chiffre qui était valable, on va dire, à fin d'année, 1600 emplois directs, mais c'est un chiffre qui, dans ce milieu des startups, est très fluctuant, et donc du coup, ce chiffre-là, pour le coup, ne doit plus être réaliste aujourd'hui. Enfin, on doit être à un peu plus maintenant, parce que ça fait 4 mois bientôt 5 mois qu'on l'a publié. Si on revient rapidement sur les catégories, donc comme je le disais, 2 approches, une approche plutôt orientée service, une approche plutôt orientée techno. Donc les grandes catégories sont celles-ci, et la répartition des startups est de cette manière. Donc on a là où on a le plus de startups, et c'est pas très surprenant, sur l'efficacité énergétique. C'est une conviction qu'on partage, enfin qu'on a sortie et qui, je pense, est partagée par une bonne partie des acteurs du marché, c'est que l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui a tiré le smart building à minima depuis une dizaine d'années. Le BIM également, qui comprend de nombreux acteurs. Donc là, on a 26 acteurs qui sont issus du BIM. Et après, les autres catégories, donc un petit peu moins sur les services géolocalisés, sur l'interopérabilité et les plateformes. Donc là, c'est autour, notamment, en fait, les nouvelles infrastructures autour du Building Operating System. J'imagine que certains d'entre vous en ont entendu parler. Et après, des secteurs plus sinistrés, on va dire, en termes de nombre de startups, la sûreté, par exemple, qui est probablement un peu plus difficile d'accès. Donc, on a un petit peu moins de startups qui se concentrent sur ces problématiques. Et donc, 4 grandes convictions qu'on va partager. Donc, l'efficacité énergétique, véritable moteur du smart building, ça c'est clair, je le disais. Et on a quasiment un quart des startups du radar qui traitent du sujet de l'efficacité énergétique. C'est également la catégorie la plus pourvoyeuse d'investissement. En fait, on a identifié 20,5 millions d'euros d'investissement sur cette catégorie-là. Et c'est la première catégorie en termes d'investissement. Le deuxième enseignement, on a un véritable intérêt qui croît pour le smart building, et ce qui nous le démontre, c'est l'analyse des investissements. En fait, 70% des levées de fonds sur toutes les startups qu'on a analysées se sont déroulées sur les 3 dernières années. Avec une progression, en fait, si on regarde les chiffres, finalement, on a une vraie progression nette à partir de 2016. 2016 a été une année charnière dans le sens où on a eu plus de 360% d'augmentation des levées de fonds. Donc, on a vraiment ce passage à l'échelle. Et donc, 3e point, l'interopérabilité et la gestion de données qui seront clés. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on le constate aussi au niveau des startups. Et en fait, quasiment, je voudrais pas dire toutes, mais quasiment l'ensemble des startups, à minima, toutes celles qu'on a pu rencontrer et celles pour lesquelles on a une vision claire de ce qu'elles font, mettent l'interopérabilité comme étant un élément important de leur modèle et de leur solution. Et le dernier point, on a une préoccupation croissante pour la qualité de l'air intérieur, donc surprenant et pas surprenant. Surprenant dans le sens où finalement les plus grosses levées de fonds
ce sont pour des startups de la qualité de l'air. Le bien-être et la santé est notre deuxième catégorie en termes de levée de fonds globale. Et ouais, comme je le disais, la plus grosse levée de fonds qu'on a pu identifier parmi l'ensemble des startups se fait sur une startup de la qualité de l'air. Voilà, en globalement, ce que je pouvais partager sur le radar. Donc, n'hésitez pas à télécharger le document pour en apprendre un petit peu plus et pour regarder en détail les différentes startups qui sont présentes à l'intérieur. Merci Sébastien. Dans ce radar, on a eu la chance d'avoir, en tout cas dans le document accompagnateur, un petit encadré dédié à Welcomer. Qu'est-ce qui a, on a bien perçu, nous, pendant le processus, je peux en témoigner, le sérieux de la sélection. Qu'est-ce qui vous a marqué, hein, si je peux me permettre cette question, pour que vous choisissiez dans le chapitre sûreté de faire un encart sur nous et pas sur un autre des acteurs mentionnés? En fait, ce qui nous a plu chez Welcomer, c'est déjà la diversité des solutions qui sont proposées sur la partie contrôle d'accès avec l'unification. Le support unique qui est le mobile est une solution qui nous a semblé assez aboutie et avec un vrai intérêt en fait sur le parcours utilisateur, notamment le parcours utilisateur aussi bien dans l'accueil visiteur que sur la partie contrôle d'accès. Et c'est vrai que pour avoir regardé depuis un certain nombre d'autres acteurs, notamment de l'accueil visiteur, les parcours utilisateurs proposés par Welcomer sont assez intéressants et assez innovants, je trouve, par rapport au marché. Merci. En tout cas, nos participants peuvent en savoir plus en téléchargeant la publication avec le QR code qu'on peut peut-être laisser encore quelques instants pour que tout le monde dégaine. J'en profite pour parler du troisième et dernier volet de cette introduction avant d'ouvrir les questions. Justement, on parle d'innovation, on a parlé de tes convictions pour le smart building, en particulier en environnement tertiaire pour les grands comptes qui sont vos clients. Tu rappelais en introduction que Wavestone travaille quasiment pour tout le CAC 40. On traverse donc la fameuse crise Covid, donc on est tous chez nous et l'économie est pas tout à fait à l'arrêt parce qu'on doit se nourrir et on doit se chauffer et quand même acheminer la nourriture jusqu'au point de grande distribution ou jusqu'à chez nous pour ceux qui peuvent se faire livrer. Quel est pour toi l'impact de la crise sanitaire que l'on traverse sur les pratiques à venir ou existantes de tes clients? Alors du coup, c'est une vaste question, on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui. Choisis l'angle avec lequel tu veux répondre. Non, en fait, en intro, juste un mot, je pense que on vivra plus dans les bâtiments comme avant, ça c'est une certitude pendant un certain temps, et ça je pense qu'on en est tous convaincus autour de cette table virtuelle. Je pense qu'il y a deux horizons de temps à considérer. Donc le premier à plus court terme, on avait une tendance au flex office qui commençait à émerger, qu'on commençait à retrouver chez de plus en plus d'entreprises. Et finalement, avec la disparition de la notion de propriété, propriété des espaces, propriété des bureaux, etc., vers toujours plus de partage, de collaboration, etc. Et finalement, ça va devenir aussi un vecteur de contamination relativement important. Et donc, quand on va se retrouver dans 3 semaines, 2-3 semaines, après le 11 mai, avoir un retour au bureau, on risque de se retrouver à devoir limiter un petit peu nos interactions physiques. Les entreprises vont chercher à contrôler un petit peu l'environnement de travail des collaborateurs et on risque d'avoir un certain nombre d'autres priorités. Là, il y a des choses qui risquent de changer là-dessus.
les entreprises vont, et de un, vouloir relancer l'activité dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça veut dire aussi faire en sorte qu'on puisse avoir des interactions physiques essentielles dans les entreprises, au-delà des interactions physiques, hein, j'entends. Tout ça en rassurant les collaborateurs. Il va falloir ressusciter redonner confiance en l'environnement de travail et donc redonner envie aux utilisateurs de revenir. Et ça ne va pas forcément être évident. Il faudra probablement apporter un peu plus de flexibilité que ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui, aussi bien sur le temps de travail que sur le lieu de travail. Parce qu'à un moment, on va probablement voir émerger, et a priori c'est déjà le cas pour certaines entreprises, on va voir émerger des notions de limite de personnes présentes dans les locaux. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir évaluer aussi. Donc la maîtrise de la fréquentation des bâtiments, je pense que c'est quelque chose sur lequel le smart building va pouvoir apporter un moyen de mesure en tout cas. Et donc ça, c'était plutôt à court terme. À moyen terme, je dirais que là, le télétravail, c'est quand même globalement démocratisé. De fait, on a prouvé que le télétravail, ça fonctionnait même de manière un peu massive. Donc ça va faire probablement évoluer les politiques de télétravail. Et demain, ça pourrait être, mais du coup, là encore, je ne suis pas devin, mais ça pourrait être un levier de réduction des coûts immobiliers. Et par contre, ce qui est certain, c'est que les collaborateurs qui se sont habitués ces derniers temps à être en télétravail pendant presque 2 mois, y auront probablement pris un petit peu goût et donc du coup demanderont sans doute un peu plus de flexibilité au bénéfice peut-être des tiers-lieux, au bénéfice du home office, et on va recentrer on pourrait recentrer le bureau finalement sur un endroit où on vient travailler tous ensemble, enfin, où on vient travailler justement, pas forcément tous, mais on vient travailler ensemble, et on vient cultiver un peu ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et je pense que ça impliquera de toute façon de retravailler les manières de travailler, de manager. Ça impliquera d'investir un peu dans les outils digitaux, parce que certaines entreprises se sont retrouvées un petit peu à court, devant le fait accompli plutôt. Avec la nécessité de déployer très rapidement des infrastructures et des services pour assurer la continuité d'activité à distance, quoi. Ok. Voilà. Et j'en profite. Non, très intéressant. Donc, à court terme, ouais, non, j'en j'essaie de synthétiser à court terme. Ouais, tu disais probablement il y aura des réticences à revenir au bureau et donc le baby-foot et la corbeille à fruits suffiront plus. Faudra présenter l'essence de la nécessité de la rencontre pour réhabiliter l'espace de travail tertiaire. Et à moyen terme, outre des notions de pilotage de la densité que tu mentionnais, eh bien, il y a une question sur un usage plus intelligent, plus malin des tiers-lieux pour minimiser les temps de transport en commun, enfin minimiser quelque part les échanges bactériologiques et une distribution géographique de l'entreprise moins centralisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est à peu près ça? Ouais, moins centralisé et finalement qui va se recentrer sur le bâtiment comme espace où on sociabilise, l'espace où on collabore et l'espace où on crée ensemble physiquement, quoi. On le voit tous, hein. Okay. Créer, collaborer à distance, c'est pas forcément évident en télétravail avec des outils. Alors on a des super outils, hein, on a des Teams, Zoom, etc. Mais ça reste quand même moins facile que quand on est physiquement présent. Ok. Merci beaucoup Sébastien. On a abordé plein de choses. Tu as pu présenter ce qu'était Wavestone pour ceux qui, ceux qui ne connaissaient pas le cabinet. On a abordé les convictions du cabinet en matière de smart building. Donc c'était mettre l'utilisateur au centre, la donnée, donc l'interopérabilité pour qu'elle soit exploitable, et enfin les enjeux de sécurité et de cybersécurité, notamment pour protéger le patrimoine de données des usagers des bâtiments et de leurs employeurs. Tu as présenté aussi ce gros travail en équipe chez Wavestone, donc le radar des startups françaises du smart building,
qui est a priori un référencement sélectif et organisé des startups qui apportent quelque chose à la chaîne de valeur pour les clients grands comptes. On vient d'écouter ce que tu penses que sera l'avenir des bureaux après une crise telle que nous la vivons, donc une crise inédite dans l'histoire. C'est le moment d'ouvrir, si tu le veux bien, Sébastien, les questions. Alors, j'en ai une première de Nicolas Lévy, qui alors revient sur les enjeux sûreté-sécurité. Selon toi, Sébastien, c'est la question de Nicolas, quel pourcentage des entreprises du radar te semble dépendante des GAFA? Est-ce que c'est une question que vous avez posée aux startups rencontrées? C'est pas forcément une question qu'on a posée, du coup, dépendance aux GAFA. Globalement, ça implique de rentrer un peu dans l'infrastructure. Et là, je serais tenté de dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que je suis persuadé qu'une grande majorité s'appuie sur leurs infrastructures, sur AWS, donc sur Amazon, sur Microsoft. Donc sur ces infrastructures-là, c'est pas des questions effectivement qu'on a abordées avec elles. Pour un certain nombre d'entre elles, on a eu l'occasion d'aborder ce sujet-là, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un aspect qui peut être intéressant. Et c'est vrai par ailleurs, s'il fallait migrer l'ensemble des infrastructures sur des plateformes françaises, il y a un certain nombre d'entreprises qui se retrouveraient peut-être en difficulté parce qu'on n'a pas d'acteurs. On a des acteurs qui sont capables de proposer certaines briques, mais probablement, en tout cas pas à ma connaissance, d'acteurs qui sont capables de proposer autant une diversité de briques d'infrastructures telles que les GAFA les proposent, quoi. Ok, alors j'ai une question de Baptiste Broughton qui alors il pose deux questions, donc je vais prendre la seconde qui est formulée avec un point d'interrogation, ça me facilite la vie. Est-ce que tu observes parmi les startups du smart building que vous surveillez, est-ce que tu observes des réponses, des propositions de solutions justement pour gérer les espaces de travail post-Covid? Alors, une startup dont j'ai entendu parler hier, qui n'est pas dans notre radar parce que elle travaille plus particulièrement en fait sur le secteur hospitalier et du coup sur la gestion des espaces dans le secteur hospitalier. Elle apporte une réponse claire liée à l'occupation, à la géolocalisation, à l'asset tracking dans les hôpitaux. Là, j'ai rien qui me vient en tête sur le radar. Mais ma conviction, c'est que toutes les startups qui travaillent sur la mesure d'occupation, qui travaillent sur le comptage dans les espaces, à mon avis, je pense que ces entreprises-là vont adopter un discours post-Covid qui sera un petit peu différent et jouer sur cette fibre-là. De la même manière, en fait, je pense que les startups du contrôle d'accès ont aussi des choses à apporter sur ces sujets-là, parce que je vois différentes manières dont le smart building va pouvoir aider dans une ère post-Covid. Déjà, comme je le disais, sur la partie occupation, suivi de l'occupation des espaces, suivi de l'affluence dans les bâtiments, sur la partie, bien évidemment, améliorer, proposer un espace sain aux utilisateurs. Et donc ça, du coup, tout ce qui va être solution de gestion technique de bâtiments ou autres vont être essentiels. Mais le troisième point, je le vois sur le contrôle d'accès notamment, pour pouvoir enrayer ou en tout cas prévenir les chaînes de contamination, avoir une vision fine de qui est présent de manière nominative dans le bâtiment à un instant T et qui était présent. Je pense que c'est des choses qui vont être importantes dans les prochains mois.
Merci Sébastien. Merci, tu as tout à fait raison. J'illustre, hein, mais effectivement, chez Welcomer, on a vu des commandes sur le QR code qui sont partis crescendo, donc comme mode d'accès. Donc nos clients étaient très contents que les utilisateurs restent sur leur smartphone et n'aillent pas toucher des badges dont on ne sait pas chez qui ils ont été, par qui ils ont été utilisés avant. Je parle notamment pour les visiteurs. On voit donc les solutions QR code qui décollent pas mal par rapport à, par exemple, du digicode avant où les livreurs tapaient un code et donc forcément ça fait plus d'échanges bactériologiques et nos clients qui récupèrent par API des données pour les exploiter, pour faire effectivement des calculs de densité à partir de leur système de réservation. Donc effectivement, j'ai une troisième question. Donc tu as tout à fait, enfin dans ton analyse, effectivement les acteurs du contrôle d'accès sont en première ligne et merci de l'avoir mentionné. Alors j'ai Pierre-Marie qui pose plusieurs questions, mais pareil, je vais en prendre une. On va commencer par une et je reviendrai sur les autres si le stock de questions se tarit. Pierre-Marie indique que tu parles plutôt de marché B2B. Et alors, j'avais compris que dans tes critères, effectivement, il fallait s'adresser au grand tertiaire. Donc, ça me semble logique vu que Wavestone s'adresse aux grands comptes. Mais est-ce que quand même, tu as pu, dans votre veille, t'intéresser côté B2C à la frilosité des clients? La question de Pierre-Marie est la suivante. Les clients finaux sont-ils toujours frileux à acheter plus cher le mètre carré parce que connecté? Point d'interrogation, ça a toujours été le vrai frein de la domotique. Effectivement, est-ce que c'est toujours, est-ce qu'on en est toujours, est-ce que quelque part les promoteurs, parce que pour le bâtiment neuf c'est particulièrement valable, ont du mal à valoriser dans le prix l'intégration des technologies, ou est-ce que c'est rentré dans les mœurs? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément étudié. Après, on a un certain nombre de missions pour notamment des assureurs où on travaille sur le volet Smart Home. Et moi, j'ai en tête une discussion que j'avais pu avoir avec le directeur Smart Building de chez Bouygues Immobilier, donc, qui est spécialisé sur les thématiques tertiaires. Donc, ça date un petit peu, hein, ça date de l'année dernière. Donc, il y a un certain nombre de mois, mais c'est vrai que je suis probablement pas le mieux placé pour répondre. Je pense qu'un promoteur serait mieux placé, mais effectivement, je pense que le frein reste toujours là. Ça reste un marché premium, on va dire, même si aujourd'hui, Bouygues Immobilier me parlait déjà il y a quelques mois en fait, de vouloir équiper l'ensemble de ces bâtiments de solutions de domotique. Donc après, il y a deux choses. Hein. Il y a bien la domotique et donc du coup, mettre à disposition de l'utilisateur des outils pour pouvoir piloter son logement, piloter sa facture, enfin, avoir un meilleur contrôle sur sa facture énergétique, piloter tous les équipements qu'on peut avoir dans le logement, donc le logement connecté, et le smart building appliqué au bâtiment. Et donc, du coup, là, ce que, par exemple, la Smart Building Alliance cherche aussi à faire avec le label R2S résidentiel. Et là, je serais encore plus mitigé sur ce volet Smart Building pour du résidentiel, parce que aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à payer pour des infrastructures du bâtiment qui sont pour lesquels en fait ils ne vont pas forcément voir la valeur perçue directement, et par ailleurs est-ce qu'ils sont prêts à augmenter les charges qu'ils payent chaque année parce qu'en fait toutes ces infrastructures là de fait il faut qu'elles soient exploitées, donc il faut qu'il y ait un exploitant informatique ou enfin pas que informatique nécessairement d'ailleurs, mais qui entretiennent ces infrastructures là, et donc ça a des coûts. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un frein là-dessus. Mais donc, du coup, deux sujets et je pense que les gens sont toujours un peu frileux, je pense. Mais du coup, je ne suis pas la meilleure personne, la mieux placée pour répondre sur cette question. Donc des spécialistes du tertiaire, hein, Weston. Mais il avait bien prévenu dans les critères, mais c'est intéressant de voir que pour toi, en tout cas, c'est pas évident que ce soit démocratisé, donc peut-être toujours ce frein dans la valorisation. Une autre question de Baptiste, avec un point d'interrogation, donc c'est parfait. Penses-tu que dans le contexte de l'utilisation des tiers-lieux, il y ait une opportunité à coupler les données d'occupation en interne et en externe?
Alors, les données d'occupation en externe, ce serait… Alors, je te lis le préambule à la question. Sur l'interopérabilité et sur la gestion des données, je serais intéressé de discuter de la manière dont l'occupation interne est couplée à l'utilisation en externe, entre parenthèses, espace externe flexible coworking. Je vois tout à fait ce que c'est, hein, parce qu'on on le rencontre, enfin, c'est la notion d'entreprise distribuée. Donc, tu peux avoir l'entreprise dans son bâtiment, derrière son réseau, mais qui a des salariés qui sont, qui ont choisi ou qui, dans le cadre de la politique de l'entreprise, donc de manière tout à fait cachère, ont choisi l'espace, le tiers-lieu à proximité de leur domicile et quelque part travaillent en réseau avec leurs collègues qui sont sur d'autres tiers-lieux ou qui sont au siège ou sur des sites de l'entreprise, éventuellement avec des partenaires projets en externe. Est-ce que tu vois, toi, dans la maturité des usages des grands comptes, de la mise en… quelque part de… Parce que finalement, tu disais, il faut que les services répondent aux besoins des usagers et que par la donnée, on peut piloter les services. Mais à partir du moment où la donnée n'est plus présente dans un même lieu, mais que les services deviennent virtuels, est-ce que vous avez une réflexion sur ce couplage qui est effectivement, qui va être de plus en plus, qui va être une préoccupation forcément, hein. Il va falloir que les tiers-lieux, quelque part, vendent les données qu'ils produisent, mais en même temps, leurs clients grands comptes vont dire, c'est pas ta donnée, vu que c'est mon usager qui est ton client qui l'a produit. Donc, il va forcément y avoir un débat. Ouais, je n'aurais pas vraiment de réponse à cette question. Je pense qu'en fait, pour une entreprise, c'est intéressant de savoir la manière dont sa force de travail est répartie au travers des sites. Donc, ceux qui sont en interne, ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont en espace en tiers-lieu. En fait, après, moi, je vois aussi un intérêt à connaître ces données, ne serait-ce que dans l'optimisation de ces espaces. Parce que finalement, aujourd'hui, on va réserver des salles de réunion pour 10 personnes. On sera deux présents et 4 personnes à distance et 2 de chez eux, par exemple. Si on avait la capacité de savoir qui sera présent, on pourrait imaginer on pourrait imaginer d'optimiser justement toute cette quincaillerie de réservation de salles et l'adéquation entre l'occupation réelle prévisionnelle des salles et la capacité finalement des salles. Mais je pense que je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Non, je pense qu'effectivement, non, tu as répondu, c'est que tu penses que le couplage des données peut contribuer à une meilleure organisation des espaces de travail, ou plutôt à une réorganisation des espaces de travail, qu'on soit en tiers-lieu ou qu'on soit sur les sites, qu'on soit sur les prémices de l'entreprise, sur l'infrastructure bâtie de l'entreprise. Et au-delà de ça, en fait, je pense que pour une entreprise, maîtriser la localisation de ses salariés, c'est quelque chose qui est essentiel en fait pour eux. Ne serait-ce que peut-être, à commencer peut-être pour des questions d'assurance, hein, par ailleurs. Très intéressant. On a une autre question de Pierre-Marie Laguet. Alors, je vais me permettre, Pierre-Marie, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais me permettre de la tourner plutôt tertiaire que in-home, comme vous la posez, parce que Wavestone s'adresse aux… Enfin, je pense que les insights de Sébastien sont d'autant plus pertinents qu'il travaille pour des grandes entreprises. Est-ce que pour toi, la protection de la vie privée est une préoccupation majeure des startups qui travaillent pour les grands comptes et donc les startups que vous référencez dans le smart building? Est-ce que pour toi, elles font ce qu'il faut? Et à l'inverse, est-ce que c'est un impératif des grands clients qui auditent la façon dont la question du RGPD est traitée? Est-ce que tu vois une convergence parfaite des fournisseurs et des clients sur le sujet? Alors, en fait, vis-à-vis des besoins des salariés, hein. Encore une fois, le RGPD, c'est pour protéger les données des salariés principalement. En fait, globalement, au niveau des grands comptes, c'est vrai que le RGPD est pris très au sérieux parce que la menace finalement en cas de non-respect du RGPD est quand même assez importante. Et donc du coup, je trouve que dans le discours des startups, de manière générale, les aspects de RGPD sont quasiment systématiquement mentionnés. Et en fait, quand on creuse, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est bien pris en compte. Ouais. Et en fait,
ça me semble essentiel pour pouvoir travailler avec des grands comptes parce que dans les appels d'offres, on a systématiquement un paragraphe autour du RGPD et du respect de la collecte et du traitement des données personnelles. Ok, donc une préoccupation essentielle. Ben, un grand merci Sébastien, je pense enfin, le but était de respecter le timing, donc on a démarré à 14h31, on termine à 15h31, on est pas mal pour des Gaulois. Merci pour ton temps, pour ces propos. Je tenais à saluer le fait que la thématique a énormément intéressé. Hein. Il y avait, enfin, dans le comptage total, alors évidemment, c'est fluctuant, mais au total, il y a eu 40 personnes qui se sont connectées à ce webinaire, une petite quarantaine, enfin 44, mais j'en reconnais 4 de welcomer, et si j'enlève, ça fait 40. Donc un grand merci à tous les participants. Comment, Sébastien, nos participants peuvent-ils te contacter s'ils ont des questions d'ordre professionnel qui ne pourraient être publiques? Quelle est une façon simple de te contacter? Je peux éventuellement déposer mon adresse mail dans le chat, adresse mail professionnelle, ou peut-être le plus simple. Hop. Formidable. Et pendant que tu écris cette adresse, merci pour cette ouverture à collecter des emails. Je tenais à vous inviter à vous inscrire à notre webinaire de la semaine prochaine qui va porter sur la découverte d'un lieu qui s'appelle La Filature, qui est une ancienne usine. Donc, c'est un webinaire qui aura lieu le mercredi 29 avril à 14h30 avec Rodolphe Durand. Donc, La Filature, ce sont 1700 mètres carrés d'espace. Donc, c'est un tiers-lieu en Normandie, à Louviers. 1700 mètres carrés donc dédiés au coworking et à l'événementiel. En configuration événementielle, ils peuvent accueillir jusqu'à 700 personnes. Ils ont 300 places de parking gratuites. Il y a 6,50 m de hauteur sous plafond. Enfin, c'est un sacré tiers-lieu. Et avec son fondateur, on va comprendre comment il prépare le déconfinement. Donc, on va être complètement dans l'actualité. Et donc, il mène une réflexion active, donc des actions sur la façon de réorganiser l'espace pour qu'il y ait de la distance sociale sans qu'il y ait de distance sociale. Donc, pour créer une distance géographique sans distance dans la communauté. Donc, voilà. Donc, ça va être passionnant. Ce sera mercredi 14h30 et je pense qu'on lancera les communications. Si ce n'est pas demain, ce sera lundi matin. Voilà. Donc, réservez déjà la date, mercredi 14h30. Encore merci, Sébastien. Et merci à Wavestone pour ces publications passionnantes, ouvertes et gratuites et qui nous font gagner un temps fou à tous dans notre veille. Je pense que c'est un super, tu fais gagner du temps à tout le monde. Donc, merci à toi et à ton équipe. Et merci pour ton temps et d'avoir pris le temps de répondre aux questions également. Juste un tout petit mot. Je voulais parler en 1 minute d'un webinaire qu'on organise la semaine prochaine sur les outils collaboratifs, qui est ouvert. Ce sera mardi 28 à 11h. Si jamais certains sont intéressés, l'idée c'est d'aider, d'apporter toutes les clés pour identifier les bons outils collaboratifs. Je mets juste un lien, hop, j'arrive pas à le copier, dans le chat et merci à tous et particulièrement à Welcomer pour l'organisation de l'événement. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci à Julie, Tristan et à toute l'équipe et merci encore Sébastien. Donc le lien va arriver et donc les outils collaboratifs Webinar Wavestone. Donc j'imagine que vous allez brosser le tableau de tout ce qui existe pour mieux bosser en télétravail ensemble. Ouais. Et donc c'est mardi 28 à 11h. C'est des collègues à moi qui présenteront tous ces outils collaboratifs. Super. Top. On laisse le chat ouvert une trentaine de secondes pour que tout le monde ait le temps de cliquer sur le lien et que ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Et encore merci. Et donc, on surveillera avec attention les évolutions du radar. Et chez Welcomer, on aura le plaisir au moins de contribuer aux évolutions de vos indicateurs de chiffre d'affaires, de levée de fonds et d'effectifs, parce que il s'est passé plein de choses chez nous depuis l'audit radar avant l'été dernier. Super. Merci à tous. À très bientôt, Sébastien. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et merci pour tes éclairages. À très vite. À très vite. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été présent.